C'est possible que je sois à l'extérieur du pays le mois prochain. Mais d'une manière ou d'une autre, quand le temps arrive pour les conférences publiques, assurez-vous de toujours appeler au numéro de Madame Bouchard pour ne pas venir ici pour rien si je devais être absent. Le plus grand problème, non, je devrais pas dire ça comme ça. La plus grande inquiétude qu'une personne comme moi peut avoir face à l'instruction, ainsi de suite, c'est la spiritualité des gens. La majorité du public, le grand public en général, les gens qui sont venus à mes séminaires, les gens qui me connaissent depuis des années, j'ai pas tellement d'inquiétude avec ces gens-là parce que ce sont des gens qui sont psychologiquement stables. Mais dans le public, il y a beaucoup d'individus qui viennent à des conférences, telles que celle-ci. Puis, ce sont de bonnes personnes. Par contre, ce sont des personnes qui sont extrêmement spiritualisées. Puis, un être qui est très spiritualisé et qui vient en contact avec des données aussi froides que celles que j'expose, risque, dans un avenir quelconque, de débalancer leur corps subtil. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre, vous faire prendre conscience que si jamais vous êtes en public ou que vous parlez en public ou que vous amenez même des gens à venir en contact avec mon matériel, mes conférences, ainsi de suite, arrangez-vous donc pour vous assurer que les gens que vous voulez amener en contact avec ces notions-là soient des gens qui ont les pieds réellement terre à terre. Parce que si vous amenez en contact des gens qui sont trop flyés, des gens qui sont trop occultifiés, des gens qui sont trop spirituels, au lieu de les aider, ces personnes-là, vous allez leur faire dommage, parce que ces personnes-là ne sont pas équipées psychologiquement pour traiter avec des chocs aussi grands qui peuvent venir d'une science qui techniquement a le pouvoir, la capacité de désengager à un très très haut niveau l'ego pour le ramener plus tard, au cours de son évolution, à une forme d'intégration. Pendant des années, je reçois de la malle, je reçois des lettres, je reçois des commentaires de personnes qui ne devraient jamais être en contact avec mon matériel. Donc, je vous demande, si vous amenez des gens en contact avec ce matériel-là, organisez-vous pour savoir que ce sont des gens qui ont un certain degré de solidité, qui ne sont pas trop spirituels, parce que vous leur ferez pas, vous n'allez pas les aider. Je fais attention quand je parle en public, que je parle pas trop, je vais pas trop loin, ainsi de suite, pour justement pas créer trop de remous dans la conscience des gens, mais ça va très loin, la conscience mentale. Ça va très loin, si vous saviez ce que ça peut faire, ce que ça peut engendrer, ainsi de suite. Donc, si ça engendre des états de manière créative, c'est bon, ça devrait être comme ça.
Mais si c'est trop fort ou si c'est trop dérangeant pour des individus, c'est mieux que ces individus-là soient à l'écart ou se gardent à l'écart de ce matériel-là. Et vous comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je ne sais pas toujours comment est-ce que je peux affecter le mental. Je peux pas toujours faire de la voyance intérieure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par contre, il y a des gens qui sont très affectés par ce matériel-là, ou il y a des gens qui sont nouveaux et qui viennent vers ce matériel-là, puis ces gens-là ne devraient pas être là. En général, j'avise ma secrétaire parce que j'ai spot ces gens-là. J'avise ma secrétaire, puis je dis, bon ben, arrange-toi pour que ces gens-là viennent jamais dans mes séminaires, et ainsi de suite. D'un autre côté, je peux pas empêcher les gens de venir à mes conférences. Mais de temps en temps, il faut que je mette un red flag, comme on dit en anglais. Puis ça, c'est pour la protection de ces personnes-là. Pour le reste du public, j'ai pas d'inquiétude. J'ai du public qui me suit depuis des années de temps, puis les gens grandissent avec ce matériel-là. Il y a des gens qui sont réellement affectés, puis ces gens-là devraient être gardés à l'écart. Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la fameuse conscience spirituelle. Peut-être que ça vous arrive pas, vous autres, mais il y a du monde. Dans la province de Québec, en France, tout partout, il y a des gens qui ont des contacts spirituels. Puis, ces contacts-là sont très astralisés, donc les gens se font dire dans leur tête que c'est le Christ qui leur parle, ou c'est la Sainte Vierge qui leur parle, ou c'est Saint Jean-Baptiste qui leur parle. C'est autre chose. Il y en a d'autres, c'est des extraterrestres qui leur parlent. Il faudrait que j'écrive un livre sur toutes les lettres que j'ai reçues depuis 25 ans, ça serait un best-seller. C'est incroyable, les histoires. Fait que le degré de naïveté de l'homme par rapport à leur culte ou à l'invisible est très grand. Puis c'est bien important pour nous autres, surtout les gens qui sont en public, des gens qui écrivent des livres, des gens qui sont conférenciers, parce que il y a certainement des gens qui éventuellement vont en arriver à vouloir exprimer ce qu'ils savent. Et sachez toujours, prenez toujours conscience qu'il y a des gens qui sont extrêmement vulnérables à ce matériel-là. Du bon monde, des gens très religieux, très spirituels. C'est pas du matériel qui, pour certains, qui va leur nuire en tant que matériel, mais à cause de leur interprétation, à cause de leur relation psychologique avec le matériel. Ça peut leur nuire. On a une grande responsabilité quand on est en public. Surtout quand on est des occultistes. On a une grande responsabilité. Moi, je pourrais vous dire qu'au cours de toutes les années où j'ai été en public, la seule inquiétude que j'ai eue par rapport au public, c'était cette inquiétude-là. J'ai été obligé, moi, d'aller dans des hôpitaux psychiatriques pour récupérer des gens. Surtout au début. C'est que l'homme doit être protégé, l'homme ne doit pas subir trop de chocs, parce que l'homme n'est pas équipé mentalement pour traiter avec l'occulte. Ces gens-là qui sont sensibles, qui sont souvent voyants, qui ont des niveaux de contact astro très très développés, ce sont ces gens-là souvent qui sont pas capables de dealer avec ce matériel-là. Ça leur crée des chocs abominables, puis les entités astrales se revanchent sur la personne, puis ça crée des oppositions très graves, puis c'est la personne qui en souffre. Les gens qui viennent dans des séminaires ou dans des conférences tels que ceux qui sont exposés dans la province de Québec doivent être réellement screenés pour leur propre protection. Si jamais vous faites la même chose, si jamais vous donnez des séminaires, organisez-vous pour avoir des gens, des secrétaires qui sont capables de screener les gens qui viennent, parce que ces gens-là viennent en bonne foi. Puis
Dans mon expérience, j'ai connu des gens qui pouvaient parler, qui pouvaient donner des conférences, ainsi de suite, puis qui avaient un certain public. Puis ces gens-là étaient astralisés en plus. Fait qu'imaginez-vous la personne qui vient vers des gens comme ça qui sont déjà astralisés. On a déjà de la misère à traiter avec du matériel pur et simple. Fait que s'il faut que le gars qui parle soit astralisé en plus, là, on a réellement des problèmes. Les occultistes ou les gens qui sont qui expriment à un certain niveau quelconque les sciences occultes doivent en prime abord protéger ceux qui viennent vers eux autres. Il y a un type qui est venu me voir un jour et qui m'a dit qu'il était le Christ. Puis 2 semaines plus tard, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il n'était pas le Christ. Il n'a pas été capable de le prendre. Puis combien d'expériences comme ça que j'ai vécues pendant des années de temps? Tout ça, pour dire que le développement d'identité chez l'être humain, c'est réellement un tour de force. Puis les gens qui sont, entre parenthèses, normaux, dans le sens que les gens qui ne sont pas débalancés par ces sciences-là, qui continuent à travailler, ainsi de suite, puis je dirais pas qu'ils prennent ça à la légère, mais qui vont chercher ce qu'ils ont de besoin là-dedans. Simplement ce qu'ils ont de besoin. Ce sont les gens les plus intelligents. Allez chercher ce que vous avez de besoin. Ça n'a plus de fin, anyway, c'est infini, anyway. Dans des conférences telles que celle-ci, où les speakers sont en vibration, bon ben, ce qui sort, il y a du matériel pour tout le monde là-dedans. Il y a des gens qui viennent me voir, des fois ils me disent « Ah, ce que tu parlais à soir, ça fitait parfaitement avec ma situation. » Fait qu'il y a du matériel, même si le speaker n'en est pas conscient lui-même, il y a du matériel pour tout le monde. Donc allez donc chercher ce que vous avez de besoin de cette science-là, puis pas plus. Et je vous dis, si vous avez, ou si pour une raison ou une autre, un jour, vous entendez une voix dans votre tête qui vous dit, bon ben c'est le Christ, ou c'est, je ne sais pas, moi, Saint Jean-Baptiste, ou whatever, ou même Bernard de Montréal qui te parle, soyez assez, rappelez-vous de faire attention. Rappelez-vous de faire attention. Rappelez-vous que l'homme est extrêmement astralisé, qu'on a très peu conscience de ce qui se passe l'autre bord, l'autre côté de la matière. Protégez-vous en tant qu'individu. J'aime mieux un homme qui doute de ce qui peut être dit qu'un homme qui croit trop à ce qui peut être dit. Au moins, un homme qui doute, ben, c'est une protection pour lui. Avec le temps, le doute va diminuer, puis il rentrera plus globalement dans sa conscience, dans sa sensibilité, dans ses perceptions personnelles. Mais un homme, là, qui est une personne qui est trop gung-ho, là, puis qui en mange trop de ce matériel-là, ça peut être très dangereux, très grave pour vous autres. Donc, c'est à vous autres de vous protéger. Moi, si je vous refuse dans mes séminaires, c'est pour votre protection personnelle. Pas parce que je vous aime pas ou parce que vous n'avez pas une bonne vibration. Si je vous refuse dans mes séminaires, c'est pour votre protection personnelle. Je vous dirais même que je déteste mon travail. Pas dans le sens qui n'est pas important, mais dans le sens que ça crée tellement de remous chez l'être humain que je viens au cours des années fatigué dans
sentir le backlash, puis le backlash, puis le backlash. Je suis tanné de voir des gens qui perdent leur job parce qu'ils savent un petit peu de quelque chose, puis ils pensent qu'ils en savent bien gros. Je suis tanné de voir des gens qui sont plus capables de fonctionner en société parce qu'ils ont l'impression d'avoir appris quelque chose que personne d'autre sait. N'utilisez pas les sciences ou une science aussi particulière que celle-ci pour vous évader de votre vie normale. Parce qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, vous allez être obligé de revenir dans une vie normale. Comme j'ai toujours dit, l'homme passe d'une inconscience matérielle, il s'en va vers une conscience spirituelle, puis un jour il revient à une conscience matérielle, mais avec plus de conscience. Parce que c'est pas les plans qui vont vous donner du steak pour mettre sur la table, puis de l'argent pour prendre soin de votre famille. C'est pas les plans qui vont vous donner une job. Fait que la fascination qu'on a avec les plans, faudra un jour que ça cesse. Pour que l'homme soit capable d'avoir une relation avec les plans qui est réellement intelligente et non pas le produit d'une fiction personnelle basée sur une spiritualité totalement naïve et enfantine qui est directement reliée, d'ailleurs, à l'incapacité de l'ego de s'intégrer en société. Les gens qui ont des bonnes jobs, puis qui travaillent, puis qui fonctionnent dans la vie, et qui viennent en contact avec ces sciences-là, doivent continuer à fonctionner dans la vie. Mais quand vous rencontrez des gens qui sont dysfonctionnels, puis il y en a des gens qui sont socialement dysfonctionnels, ils ne peuvent pas fonctionner comme le monde normal, et qui se servent de ces sciences-là comme à côté, comme corridor, pour y découvrir une identité que déjà ils n'ont pas sur le plan social, en suffisante mesure pour se protéger contre l'occulte de ces sciences-là. Le jour où je vais arrêter de donner des conférences en public, je vais être un homme très, très, très content, très heureux. Il y en a un la semaine passée qui m'écrit une lettre, puis qui me dit, je suis en contact avec Saint Thomas d'Aquin. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit que j'étais un initié puis un fils de la lumière. J'ai dit, t'as pas dit d'autre chose? Oui, il dit oui. Mais il dit, je voudrais pas vous le dire. Mais j'ai dit, si tu me le dis pas, je vais lui demander puis il va me le dire. Fait qu'il dit, vous pouvez y parler, vous aussi. Il était tout surpris. Une semaine plus tard, je reçois une lettre. Il me dit, Monsieur Bernard, on est fusionnés tous les deux. J'en reçois des lettres, hein. Fait que c'est pour ça que je viens tellement fatigué dans mon esprit. C'est rien que ça qui me retient de parler en public, puis de réellement me laisser aller comme je pourrais faire quand je parle en privé. C'est rien que ça qui me retient. Parce que je peux pas me permettre de créer trop de conditions pour que des gens, manquant de maturité et interprétant ma parole, se divisent en deux. Perdent leur identité. C'est évident qu'il y a des choses intéressantes à parler quand on a une certaine conscience. Il y a des choses intéressantes à étudier. Il y a des niveaux de vie, des phénomènes. Parce que maintenant, on a, à travers cette communication avec le plan mental, on a accès on a accès à n'importe quoi.
On peut comprendre la nature humaine, on peut comprendre le phénomène de l'ego, on peut comprendre le phénomène de la pensée, de la conscience, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut étudier les plans matériaux comme les plans immatériaux. Par contre, il faut qu'on soit capable de demeurer sur le plan matériel fonctionnel. Sinon, ça donne quoi? Ça donne absolument rien. J'ai écrit un livre en anglais pour les Américains là, qui va sortir bientôt, là, vous allez en entendre parler. Ça a une vibration totalement différente des livres français que j'ai écrits pour vous autres. C'est totalement différent. C'est une autre vibration. Puis pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Parce que c'est la seule façon pour les Américains de recevoir le matériel. Si j'écris un jour un livre pour les Italiens, ou pour les Allemands, ou pour les Japonais, whatever it is, ça va être la même chose. Tu es obligé d'écrire en fonction du psyché collectif. Les livres que j'écris pour le Québec, je les écris dans un langage simple, que le Québécois peut comprendre. Je ne l'écris pas dans une thématique française de la Sorbonne. Mais quand les gens reçoivent le matériel, quand les gens traitent avec les différentes données, ils ont de la difficulté à se conditionner créativement au matériel. Donc, ils astralisent. Il y a des domaines extrêmement intéressants au niveau de l'occulte où on peut réellement parler et avancer dans cette science-là. Dans le domaine des religions, par exemple. Mais parler des religions, expliquer le côté évolutionnaire nécessaire des religions, c'est très délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont rattachées dans leur expérience à ces religions-là et tu ne peux pas bousculer leurs croyances. Fait que parler des religions, parler de l'évolution des races, c'est la même chose. Tu n'as pas la liberté en public de parler des races comme tu pourrais parler des races occultement. La race noire, la race jaune, la race blanche, ainsi de suite. Parce que l'homme n'est pas capable de traiter avec des données occultes d'une manière totalement objective et mentale. Alors, encore la même chose, on doit protéger les individus de certaines notions qui auraient tendance à dérégler leur comportement psychologique. Même chose au niveau de l'évolution des animaux, les espèces animales, l'évolution de la Terre. L'évolution de la Terre, le développement de la Terre, quand la Terre n'était pas encore matérialisée et qu'elle était simplement une sphère de gaz. Qu'est-ce qui se passait quand la Terre était une sphère de gaz? Et que l'homme était sur la Terre en conscience extrêmement différente de ce qu'il est aujourd'hui. Et que l'homme avait des relations avec des plans dans ce temps-là. Avant que la Lune soit formée. Mais quand on commence à parler de ces choses-là, qu'on rentre dans des domaines qui sont essentiellement occultes, il ne s'agit pas pour les gens qui viennent en contact avec ces données-là d'être débalancés, de se débalancer sur le plan psychologique. Vous découvrirez un jour que la parole chez un être conscient, c'est-à-dire chez un être qui a la capacité de se mettre en vibration mentale, c'est un instrument d'étude, c'est un instrument de mesure et c'est un outil d'entrée dans la mémoire cosmique. Autrement dit, un homme qui est en vibration peut, en se mettant en mouvement, pénétrer cette mémoire universelle-là. En pénétrant la mémoire universelle, il fait vibrer le mental humain, il met en mouvement des vibrations spirituelles, parce que l'homme est encore un être spirituel, et automatiquement, il crée dans la psyché de l'homme une division entre son être matériel et son être systémique. Et cette division-là, si elle n'est pas contenue, elle crée une fracture de la personnalité, et finalement, l'homme ne peut plus, sur le plan matériel, en société, fonctionner normalement. C'est très intéressant d'étudier l'invisible comme c'est intéressant d'étudier la matière. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les lois qui sous-tendent l'organisation matérielle de nos mondes
sont totalement différentes de l'organisation qu'on peut s'imaginer dans ces mondes-là. Je vais vous donner un exemple. Prenez simplement le monde du rêve. On a toute l'expérience du rêve. On vit le rêve. Mais on ne sait pas d'où vient le rêve. On ne sait pas qui crée le rêve. On ne sait pas pourquoi le rêve. On ne sait pas la fonction du rêve. On ne sait pas la nature du rêve. Parce qu'on en fait simplement expérience sur le plan astral, psychologique de l'ego. Mais dans le fond, le rêve en soi est essentiellement une forme de communication qui est mise en mouvement dans les éthers par les esprits de la forme pour créer dans la conscience humaine une continuité psychique entre leur monde et le monde matériel à travers des formes que l'homme peut reconnaître même s'il ne peut pas les comprendre, les interpréter dans leur dynamique interne. Vous en avez beaucoup de rêves que vous ne pouvez pas comprendre, des rêves qui sont totalement topsy-turvy, des rêves qui n'ont ni queue ni tête, comme vous dites. Pourtant, ces rêves-là ont une signification, ils ont un message, ils ont une dynamique interne, mais cette dynamique interne-là, elle est mise en mouvement par des esprits de la forme, qui sont quoi? Qui sont des êtres travaillant en étroite relation avec ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Donc, ces êtres-là fournissent à l'ajusteur de pensée l'énergie nécessaire pour que lui puisse ensuite la déplacer, cette énergie-là, vers l'homme et créer ce qu'on appelle le rêve. Mais aujourd'hui, la façon dont on rêve, quand on dort, c'est simplement une façon très minimisée de ce que la conscience humaine était avant la matérialisation physique de la Terre, mais sur le plan de l'énergie. Autrement dit, quand on rêve aujourd'hui, on vit l'expérience d'une humanité qui était en évolution, en mouvement, sur la Terre, quand la Terre était dans un état gazeux, avant sa condensation, avant sa matérialisation. Donc, il y a une relation étroite entre le rêve aujourd'hui que l'homme vit et la mémoire extrêmement vaste, profonde dans le temps, de la même race avant la minéralisation du globe. Et la raison pour laquelle le rêve existe, c'est pour créer une continuité entre une humanité qui est déjà finie dans son expérience avec l'humanité aujourd'hui qui est présente sur le plan matériel, et au cours de l'évolution, dans les milliers et les millions d'années qui viendront, lorsque l'homme aura laissé la Terre et sera parti sur d'autres planètes, les êtres qui seront en mouvement d'expérience dans ce temps-là rêveront, autrement dit, vivront le contact avec l'humanité d'aujourd'hui à travers des formes de rêve, mais qui seront simplement différentes parce que le temps aura évolué. Donc, quand vous vivez des rêves qui sont réellement incompréhensible, ce que vous vivez, c'est une mémoire de race qui est encryptée dans la forme et qui ne sert pas à votre compréhension ou à votre constat psychologique. Mais ça sert à créer une continuité de conscience entre des êtres incarnés et des êtres qui, dans le temps, étaient en mouvement morontiel. Il y a une continuité dans l'évolution de l'humanité. Et si cette continuité n'existait pas, s'il n'y avait pas de lien entre l'ancienne humanité qui mène à votre concept du subconscient, s'il n'y avait pas de lien entre l'ancienne humanité et l'humanité d'aujourd'hui à travers le rêve, l'homme serait incapable de penser. C'est le rêve qui permet à l'homme de penser, parce que le rêve est la fondation vibratoire d'une conscience qui sert à donner à l'humain aujourd'hui une réflexion de sa conscience passée. C'est dans ce sens-là que l'histoire se refait tout le temps, même si la modalité change, l'histoire se refait tout le temps. On retrouve dans le présent le passé, comme on retrouvera un jour dans le futur le présent. Mais ça nous donne quoi à nous autres sur le plan psychologique? Ça nous amène à quoi sur le plan psychologique? Il ne s'agit pas pour l'homme de comprendre, d'étudier tous ses rêves. Mais il s'agit pour l'homme
d'en arriver dans le rêve à être libre. Et quand un homme est libre dans le rêve, il est libre de la conscience de la race. Il est libre de la mémoire de la race. Et à ce moment-là, son rêve cesse d'être astral et il vit l'expérience sur le plan d'une conscience mentale. Et à ce moment-là, l'homme peut décider, dans ce qu'on appelle le rêve, de se déplacer à volonté pour établir des relations au niveau de la femme qui lui conviennent en tant que conscience. Ça, c'est le début de la conscience éthérique de l'homme et c'est le début de sa capacité de s'affranchir de la mémoire de l'humanité. Mais si, en tant qu'ego, vous ne pouvez pas vous affranchir de vos émotions dans le mental, vous ne pourrez pas, en tant qu'être rêvant, vous affranchir de la mémoire de l'humanité parce que vous n'aurez jamais suffisamment d'identité sur les plans subtils pour pouvoir vous déplacer à volonté et invoquer votre volonté dans la structure du monde que vous vivez ou dans l'expérience astrale que vous vivez. Tout ça pour dire quoi? Pour dire simplement que dans la mesure où l'homme en arrive à intégrer son énergie, son expérience matérielle avec son expérience dite spirituelle ou occulte, l'homme en arrive à pouvoir se déposséder des rêves et de visiter des mondes en conscience éthérique au lieu de les visiter en conscience astrale, c'est-à-dire dans une expérience endormie. Si vous n'êtes pas capable sur le plan humain de vous instruire de votre réalité, toujours, à tous les moments, parce que vous n'avez pas suffisamment intégré votre énergie pour vous donner le pouvoir de la parole et d'expression, à ce moment-là, vous êtes simplement forcé à vivre votre conscience de manière réfléchie et de ne jamais pouvoir, dans la vie, réellement connaître vos besoins. À ce moment-là, vos rêves deviennent des indicateurs, des mesures de votre impuissance, au lieu que vos rêves deviennent des champs d'expression aussi vivants, aussi vibrants que vous pouvez vous exprimer sur le plan matériel. Quand vos rêves cesseront d'être l'expression d'un manque d'affinité avec votre conscience sur le plan matériel, vous rêverez plus de la même manière, vous rêverez plus de la même façon, et éventuellement, vous aurez réellement conscience sur les autres plans de ce que vous êtes, parce que vous aurez eu conscience sur le plan matériel de ce que vous êtes. Fait que le rêve, pour l'homme, devrait être une mesure de sa conscience dans la matérialité, au lieu d'être une démesure de son inconscience dans la matérialité. Il y a des gens qui me disent des fois, bon, j'ai eu un gros cauchemar hier. Je leur dis tout le temps, un cauchemar, c'est toujours bon. Parce qu'un cauchemar, c'est un choc à l'ego qui permet à l'homme de s'éveiller à une certaine dynamique interne, qui est toujours positive, dans la mesure où il est capable de comprendre son cauchemar et de ne pas l'y motiver. Ça n'existe pas un cauchemar qui n'est pas bon. Parce que quand vous vivez des cauchemars, vous vivez des états astraux qui sont extrêmement pénétrants et qui se fondent avec votre conscience éthérique. C'est pour ça que les cauchemars restent imprimés dans votre conscience et que vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose de réel. Mais si vous vivez vos cauchemars d'une manière psychologique, réfléchie, pour moi qui est une manière pathologique, à ce moment-là, ben, vous allez avoir toutes sortes de réactions à vos cauchemars, puis vous allez penser que vous n'êtes pas ci, ou que vous n'êtes pas ça, ou que vous êtes ci, ou que vous êtes ça, alors que le cauchemar vous indique quelque chose de totalement différent. Pendant l'évolution, on a toujours cru que nos cauchemars étaient négatifs. Puis dans l'évolution, on comprendra que nos cauchemars sont réellement des éléments révélateurs de notre conscience et qu'ils représentent une nouvelle dynamique de notre esprit, dans la mesure où l'ego est capable d'intégrer cette énergie-là. Avez-vous des questions? Oui. Quand vous faites un cauchemar, c'est eux autres qui vont vous réveiller. Les plans vont vous réveiller.
Si les plans ne vous réveillent pas, vous pouvez mourir. Si les plans vous réveillent, ça veut dire que c'est pas le temps de mourir. Quand vous faites réveiller par l'autre, souvent c'est pas bon parce que vous n'en arrivez pas à connaître le restant de l'histoire. Question? Oui. Oui. Les races sur le plan matériel sont des véhicules pour l'expression et le développement des âmes en particulier. Et une race matérielle, ça représente sur le plan cosmique simplement une mesure d'expérience. Une race sur le plan matériel, c'est un véhicule pour l'expérience d'une âme qui doit supporter un certain karma dans certaines conditions que la race lui offre. La raison pour laquelle il y a plusieurs races sur la Terre, c'est parce qu'il avait été décidé dans le temps que pour que l'homme évolue rapidement, il fallait qu'il y ait beaucoup d'opposition entre les groupes humains. Bon, les races, psychiquement parlant, sont différentes. La race jaune est différente de la race blanche, est différente de la race rouge, de la race noire. Et les races ont toutes leur propre dynamique. Puis, ces oppositions-là, dans l'évolution d'une planète, ça crée énormément d'égrégores. Et ces égrégores-là servent à l'expérience des âmes. C'est la seule raison pour laquelle il y a des races. Si des races aussi différentes, et si la race humaine était homogène, ça fait très très longtemps que l'humanité aurait cessé d'être spirituellement castrée comme elle l'est. Parce que les races, pour toutes sortes de raisons, ont tendance, dans leur évolution, à vouloir garder l'imprimatur de leur esprit. Les Chinois veulent garder ce qui est chinois, la race noire veut garder ce qui est la race noire, la race blanche veut garder ce qui est la race blanche. Et cette tendance des races à vouloir toujours garder le matériel et pas passer d'une conscience raciale à une autre conscience raciale, ce qui, ultimement, créera énormément de mix et d'homogénéité dans le temps. C'est ça qui crée les conflits sur la Terre, et c'est pour ça que l'évolution, en relation avec les différentes races, elle est contrôlée par différents rayons. La race jaune est contrôlée par un rayon, la race noire par un rayon, la race blanche par un rayon, et ces rayons-là sont tous des rayons universels, ce sont tous des rayons cosmiques, mais ils ont différents appointements. La race jaune sur la Terre, elle a un appointement. La race noire sur la Terre, elle a un appointement. La race blanche, elle a un appointement. Puis, l'étude de ces appointements-là, si on le faisait en profondeur, on comprendrait pourquoi les races sur la Terre ne peuvent pas rapidement se dissocier de leur karma. On comprendrait pourquoi les races sur la Terre, sur le plan psychique, sont totalement différentes des autres. On comprendrait aussi que les races terrestres ont pour fonction karmique de diviser les âmes pour que les âmes puissent évoluer et retrouver leur universalité à travers la diversité. Ça équivaut un petit peu à la conscientisation de l'ego. Un être conscient, un ego conscient, par exemple, ne sentirait pas. Si vous aviez un homme de la race noire, un homme de la race jaune, un homme de la race blanche, et ainsi de suite, conscient, vous ne sentiriez pas la diversité des races. Parce que la conscience serait suprême, en suprématie. La conscience ne créerait pas les reflets d'égrégores que l'homme inconscient fait. Et à ce moment-là, dans le temps, les races disparaîtraient parce que l'homme conscient en arriverait éventuellement à substituer son expérience karmique pour une expérience cosmique. Il passerait du plan matériel directement au plan éthérique. Fait que les races de la Terre
font partie du plan d'évolution de la Terre. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça dépend des positions qu'on a par rapport à l'évolution systémique, puis les grandes politiques de développement et d'évolution que les intelligences sur les autres plans ont voulu attribuer à notre planète. Par contre, ça crée beaucoup de problèmes. La Terre, c'est réellement une école, puis la Terre est en quarantaine. L'homme a très peu de moyens aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour réellement comprendre le phénomène humain et surtout pour comprendre l'évolution planétaire à tous les niveaux. Quand même on expliquerait l'évolution de l'humanité à partir du temps où la Terre était dans un état gazeux, puis qu'il y avait des entités cosmiques qui partaient des plans, puis qui s'en venaient vers la Terre, et qui éventuellement ils ont laissé ça pour retourner simplement sur les plans de la Lune, pour favoriser une création dans ce plan lunaire-là d'un égrégore suffisamment puissant pour permettre la génétique humaine plus tard, ça ne nous donne rien de savoir ça. Parce que c'est trop loin de notre capacité investigatrice. On a de la misère à comprendre, la nature de la génétique de l'homme. On a de la misère à comprendre qu'est-ce que c'est qui détermine les structures génétiques de l'être humain ou du monde animal en général. Pourquoi? Parce que il y a des choses auxquelles tu ne peux pas penser. Il y a des choses que tu ne peux pas étudier en labo. Il y a des choses qu'il faut que tu saches que c'est de même que ça marche. Et après ça, quand tu vas en labo, là, tu peux partir de ce que tu sais. Tandis qu'en labo, on part de rien parce qu'on ne sait rien, puis on est obligé de tester constamment par une méthodologie scientifique le matériel qui est sous éprouvette. C'est un mouvement à l'envers. C'est comme le phénomène de la réincarnation, c'est comme le phénomène de l'avortement, par exemple. Tu peux pas arriver... Si tu as une conscience occulte, c'est très très facile de traiter avec le phénomène de l'avortement. Mais si tu n'as pas une conscience occulte, tu as simplement une conscience psychologique, comme l'homme de l'évolution c'est pas facile de traiter avec le problème de l'avortement. En ce qui concerne le problème des races, c'est la même chose. Tu commences à traiter avec les problèmes des races aujourd'hui, autrement dit, à expliquer à l'humanité c'est quoi la fonction des différentes races, c'est quoi leurs engagements cosmiques, puis tu vas finir dans le temps avec des problèmes légaux. Fait que les connaissances occultes, c'est pour un mental occulte. On regarde avec le mouvement d'Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans le monde, puis des gens qui sont très éduqués en histoire, qui comprennent l'expérience nazie? Très peu. Moi, quand j'en parle à des individus de temps en temps, ils sont tous surpris. Ils n'ont jamais pensé à ça. Ils n'ont jamais fait la connexion. Pourtant, il y avait un bureau de l'occultisme à Berlin. C'est comme si le gouvernement québécois avait un bureau de l'occultisme à Montréal. Tu seras obligé de déduire qu'il y a des gens au niveau du gouvernement qui sont intéressés dans l'occulte. Hein? Mais le monde n'a jamais fait la connexion. L'homme rationnel n'a jamais fait la connexion. Fait que si on commence à parler de l'évolution des races, de leur mandat planétaire, de leur conscience pivotale en ce qui concerne l'évolution systémique de l'humanité, on aurait des problèmes au niveau social, puis on aurait des problèmes au niveau de la gestion de l'information, parce que les gens ont beaucoup trop d'émotions quand il s'agit de parler d'une constante qui leur est personnelle. Tu peux pas arriver à un Chinois puis dire franchement, j'en donne un peu là, que la fonction de la race chinoise, c'est d'établir des liens spirituels entre les races manquantes et la race incarnée. C'est quoi la race manquante? C'est le monde des esprits, ce qu'eux autres appellent les anciens. Fait que les Chinois, leur rôle en tant que race sur la Terre, c'est d'assurer qu'il y a un lien astral entre les races manquantes, c'est-à-dire les morts de leur race, à travers le culte des anciens et eux autres.
Fait que les Chinois ne sont pas conscients de ça, mais c'est ce que ça fait sur le plan cosmique. Qu'est-ce que c'est la fonction de la race noire? C'est de s'assurer que tout le patrimoine de leur race, c'est-à-dire la mémoire de leur race, demeure intacte en contact avec les races extérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la race noire, dans son mouvement historique, est la race qui est la plus difficile à amener en contact des autres races sans qu'elle perde son identité. Si tu vas, par exemple, si tu vas en Haïti, puis tu parles à des Haïtiens, ainsi de suite, ou à des Ougas haïtiens, ces gens-là vont te dire que la race noire, c'est la race la plus intelligente de la Terre. Et pour eux autres, c'est réel. Puis dans un sens, si on le regarde du point de vue vaudouesque, si on le regarde du point de vue astral, contact avec les plans, ils sont plus avancés que nous autres. Fait que tu vas rencontrer un Ougan haïtien, il est plus avancé que nous autres, les Blancs, en ce qui concerne le trafic avec les plans astraux. Parce que ça fait partie de la dynamique de leur race. Fait que la race noire a beaucoup de difficultés à absorber les paramètres de la race blanche, par exemple. Fait que quand tu vois la race noire dans son évolution, elle a une évolution qui lui convient, ça fait partie de sa nature. Mais vouloir amener la race noire dans la conversion de ses énergies en termes de la race blanche, tu perds ton temps. Ça, c'est un petit peu comme les Mexicains. Tu veux faire un contrat avec un Mexicain, assure-toi d'être capable de prendre le fait qu'il va te dire « mañana ». Si tu es capable tu peux pas dire à un Mexicain, bon, ben, on va se rencontrer à 2 heures, là. Ça marche pas de même au Mexique. Fait que si tu es un Américain de Los Angeles, puis tu n'acceptes pas cette réalité-là, tu vas avoir des ulcères avec eux autres. C'est la même chose avec la race noire, avec la race jaune, avec toutes les races de la Terre. Elles ont chacun leur mandat. Et tant que l'homme ne sera pas suffisamment conscient, autrement dit, suffisamment dans son identité, pour pouvoir traiter avec différentes races facilement, l'homme à ce moment-là vivra le karma de sa race, puis automatiquement, bon, il en sera la victime de cette diversité qui existe sur la Terre. Moi, j'en ai rencontré des noirs, j'ai rencontré des jaunes, des whatever, des verts, je les ai tous rencontrés, puis j'ai jamais de problème avec eux autres. Pourquoi? Parce que je respecte leur identité. Puis je leur demande pas de s'adapter à ce qui se passe dans ma cour. Fait que l'homme doit en arriver à pouvoir respecter la dynamique interne de différentes races. Les Indiens, la race rouge, c'est la même affaire. Une fois qu'on est capable de respecter la dynamique des différentes races, à ce moment-là, ben, on va pouvoir facilement plus amener une sorte d'harmonie sur le plan politique, sur le plan social de nos pays et de nos nations. Tu respectes la conscience sociale, par exemple, de la race jaune, des Chinois, en ce qui concerne la Chine, puis comment est-ce qu'ils veulent traiter avec l'individu en Chine. Si tu te donnes le temps nécessaire pour que la race en arrive à pouvoir évoluer et à comprendre le principe de l'individualité, comme nous autres, on l'a compris dernièrement, à ce moment-là, ben, il n'y aura pas de problème. Mais si tu veux forcer la race jaune à s'adapter à des principes ou à des formes d'éthique qui font partie de la conscience anglo-saxonne, tu vas avoir une guerre de ses mains. Il y a un temps pour l'évolution de chaque race, comme il y a un temps pour l'évolution de chaque homme. Et il n'y a aucune race, il n'y a aucune race matérielle, dans le sens jaune, blanche ou noire, qui a le pouvoir de dominer une autre race. Parce qu'une race, dans son fond intérieur, a la capacité de mourir pour ne pas être dominée. Pas comme un homme. Une race, elle a la capacité de mourir, autrement dit, de disparaître pour ne pas être dominée. Ce qui arrive aux Indiens dans le monde, la race est en train de mourir. Pourquoi? Parce que ces peuples-là n'ont pas voulu être dominés. Et les races, c'est comme ça que ça fonctionne, une race.
Quand une race commence à disparaître, parce qu'on a voulu les dominer, comme les Blancs ont voulu dominer les Indiens, éventuellement la race, elle meurt. Parce qu'une race, elle n'a pas le pouvoir fondamental de se défendre quand ça vient en conflit avec une autre race. Parce que là, tu es obligé d'invoquer le principe de l'insurmontabilité. Les Indiens ne pouvaient pas surmonter le problème d'affrontement avec les Espagnols qui venaient d'Espagne. Les Indiens ne pouvaient pas affronter une autre race quand cette race-là possédait des armes à feu, puis qu'eux autres avaient des flèches. Il y a un problème d'insurmontabilité. Et le seul niveau où des races sont capables de se maintenir en vigueur évolutive, c'est au niveau des ethnies des races. Pas des races fondamentales, mais des peuples qui naissent de ces races-là. Un Allemand, un Français, un Japonais, ainsi de suite, est capable de se libérer de l'inévitable pouvoir d'une race contre une autre. Mais une race ne peut pas le faire par rapport à une autre race. S'il y avait une guerre entre la race blanche puis la race noire, par exemple, une guerre, dans le sens, là, réellement une guerre, la race noire disparaîtrait. Pourquoi? Simplement parce qu'elle n'a pas accès à la science. Fait qu'une race ne peut pas surmonter des aspects de confrontation. Donc, le rôle de la race blanche, c'est de permettre ou de laisser aux autres races, comme à la race noire, par exemple, ou à la race jaune, le terrain qu'elles ont besoin pour évoluer. Bon, ça fait partie de l'évolution de la démocratie, puis des principes qui sont convenus ou établis dans la Constitution américaine, par exemple. La liberté des peuples, la liberté des droits, Je sais pas ce que je suis entré là-dedans, là. Sur le plan individuel, c'est la même chose, mais différent. Sur le plan individuel, il n'y a pas de problème d'insurmontabilité au niveau des ethnies entre deux individus. Il n'y a pas de problème d'insurmontabilité entre un Chinois et un Caucasien ou un Noir. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience individuelle qui est fonctionnelle. Tandis que sur le plan des races, les oppositions entre les races, tu as des graves problèmes d'insurmontabilité, puis éventuellement la race a disparu. La race noire aujourd'hui est en train de s'éteindre graduellement, parce qu'elle ne pourra jamais se réaliser. Alors que la race noire aujourd'hui se réalise. Tu regardes la race noire, elle évolue, elle se développe, elle prend de l'expansion dans le domaine des arts, dans le domaine de la musique, dans le domaine des sports, ainsi de suite. Ils ont réellement une suprématie là, qui leur convient en tant qu'être génétiquement organisé. Nous autres, on a notre la race blanche a aussi son domaine dans la structuration de sa conscience mentale en tant que force sociale au niveau des sciences, par exemple. Le fort de la race blanche, c'est la science. Ce qui a donné à la race blanche sa suprématie sur la Terre. Dans le sens, quand je dis suprématie, je veux dire sa capacité d'ouvrir des nouveaux terrains, d'aller ailleurs, puis de faire l'expansion des pays, puis de créer des zones nouvelles comme le siège des nations, ça a été la science. Fait que, si vous me demandiez, bon ben, c'est quoi la faiblesse technique d'une race? C'est son absence de science. Une race que la science, elle, automatiquement, développe une supériorité évolutive. Par contre, si c'est une race évoluée, si c'est une grande race, elle doit respecter les autres races qui n'ont pas les mêmes atouts, parce que la configuration évolutive sont différentes. Ça prend une race qui développe la science, comme ça prend une race qui développe telle chose, puis que ça prend une autre race pour développer d'autres choses. On ne peut pas être à la pointe de tout en même temps. Par contre, une fois qu'on a développé nos forces dans certains domaines qui nous conviennent, il faut qu'on soit capable de faire bénéficier aux autres races ce qu'on a développé. Sinon, on tombe dans la suprématie des races. Ça sera l'extinction de l'humanité. L'extinction de l'humanité. Un petit peu comme on a vu la race indienne s'éteindre. Puis il y a des raisons intéressantes là-dedans. Pourquoi est-ce que la race indienne
s'éteindre, parce que ça fait partie des lois de suprématie. Autrement dit, sur la Terre, il devait y avoir une évolution sociale, politique, sociétale, psychique, psychologique. Puis quand une race est mise à l'épreuve au niveau des conflits, bien, éventuellement, c'est l'autre race qui domine sur le plan de la territorialité, puis de la création d'un nouveau monde. C'est ça qui a permis la création d'un nouveau monde. Puis c'était inévitable, c'était impossible. Même les Indiens le savaient, parce que les Indiens avaient déjà la vision et la voyance qu'un jour Quetzalcoatl viendrait et aurait le contrôle sur la révolution. Quetzalcoatl, c'était Cortés, le grand blanc qui vient de l'Est. Fait que c'est bien intéressant étudier l'évolution des races, l'évolution de n'importe quoi, mais c'est bien important aussi qu'on garde nos deux pieds sur terre et qu'on apprenne avec le temps à ne jamais mélanger l'occulte avec le matériel. Jamais donner d'avantage à l'occulte sur le matériel. Protégez vos êtres matériaux, protégez vos personnalités, protégez vos consciences, protégez votre relation avec les sociétés dans lesquelles vous évoluez, parce que vous êtes régi, tant que vous êtes sur le plan matériel, par des lois matérielles. Sinon, oui, vous allez partir en ballon, puis vous allez vous disconnecter de toute la synergie sociale, puis vous allez finir comme des êtres très, très malheureux, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, l'homme est fait pour vivre en relation avec des hommes, dans la mesure où il y a de l'harmonie. S'il n'y en a pas, il est capable de se déplacer physiquement par ailleurs. Puis ce que je reproche aux sciences occultes, puis à tout ce qui est ésotérique dans le monde, c'est que c'est astralisé, puis ça a tendance à nous prédisposer à une alliance avec des plans qui n'ont pour nous autres, qui n'ont pas pour nous autres l'amour qu'on pense en tant qu'être humain, qui n'ont pas pour nous autres l'amour qu'on offre nous autres, entre nous autres sur la terre. Les plans n'ont pas d'amour pour l'homme. Le jour où vous allez comprendre